Donc, bienvenue dans ce webinaire de présentation de l'appel à projet, de l'appel scénario, qui est porté par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Donc, aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les objectifs, les spécificités et les modalités de candidature de cet appel. Et veuillez noter que ce webinaire sera enregistré et disponible sur le site de la FRB et le site de l'appel pour rediffusion. Pour celles et ceux qui nous découvrent, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité est une fondation de coopération scientifique qui soutient la recherche et qui constitue une plateforme entre les différents acteurs scientifiques et acteurs de la société sur la biodiversité. Depuis plus de 10 ans, la FRB s'intéresse au scénario de la biodiversité. Ces outils permettent d'anticiper, d'explorer les futurs possibles, mais aussi de soutenir des trajectoires de transformation face à des enjeux critiques, érosion de la biodiversité, crise sociale et environnementale, etc. Nous nous posons une question centrale dans le cadre de ce programme, qui est la suivante. Sur quelle force faut-il s'appuyer pour parvenir à changer les trajectoires vers un futur désirable? Quel lien avec les valeurs et conceptions des mondes divers? Le programme scénario vise à développer des scénarios contrastés pour renforcer la capacité d'anticipation et de décision. Il vise aussi à ancrer la construction de ces scénarios dans les territoires en associant les savoirs académiques, les savoirs locaux et les parties prenantes. Et enfin, il vise à accompagner la montée en compétences des communautés de recherche sur les outils de modélisation et les approches transdisciplinaires. Alors, pour cela, nous mettons en place 3 types d'actions dans le cadre de ce programme. Le soutien à la recherche via des appels à projets comme celui que nous vous présentons aujourd'hui. L'animation scientifique avec des événements, des publications, des ateliers méthodologiques. Et enfin, la diffusion des résultats, le débat scientifique et sociétal. Les 3 grands principes qui guident le programme sont l'usage des scénarios contrastés comme levier, l'articulation de 3 piliers scientifiques et méthodologiques complémentaires que nous verrons tout à l'heure, et une transdisciplinarité forte ancrée dans les territoires. On va rentrer dans le détail tout de suite. Donc, les scénarios ne sont pas des prédictions, mais des outils exploratoires. Ils nous aident à penser les incertitudes, à envisager les bifurcations, à tester des hypothèses. Ils peuvent aussi favoriser le partage des responsabilités, la prise de conscience collective et l'évaluation de solutions concrètes, qu'elles soient technologiques, institutionnelles ou fondées sur eux. Nous allons détailler ces piliers dans un instant car ils constituent la colonne vertébrale du programme Scénario 2. Ils concernent à la fois les récits et approches artistiques, la modélisation et les cartographies mentales. Notre objectif dans le cadre de ce programme est de connecter les différents mondes que sont les sciences, les territoires et celui des politiques publiques. Donc, cela suppose de renforcer les capacités des scientifiques à travailler avec les acteurs, mais aussi de soutenir les acteurs territoriaux à s'approprier les outils de recherche pour nourrir leurs décisions. Et cela dans une grande variété de définitions du territoire, écologique, institutionnel, symbolique. Maintenant, le programme, l'appel à projet 2025. Donc, cet appel, c'est un outil de concrétisation des ambitions énoncées juste avant. Donc, il propose de soutenir des projets transdisciplinaires ancrés dans les territoires et qui mobilisent les 3 piliers du programme pour construire des scénarios territoriaux contrastés de transition écologique et sociale. Donc, l'objectif, il est clair. Il est de soutenir des projets qui associent étroitement des acteurs territoriaux et scientifiques pour élaborer des scénarios contrastés utiles à l'action. Il s'agit de croiser des connaissances académiques et non académiques et de travailler sur des visions de transition qui intègrent la biodiversité. Les projets devront construire des scénarios contrastés à l'horizon 2050 ou au-delà.
Ils devront être ancrés dans un ou plusieurs territoires en France métropolitaine et outre-mer. Ils devront être interdisciplinaires et transdisciplinaires et intégrer les trois piliers du programme. C'est un point important. Nous attendons des projets, la capacité à traiter plusieurs enjeux de manière interconnectée, biodiversité, climat, agriculture, santé, alimentation, eau. Donc là, on fait référence à l'évaluation Nexus de l'IPBES. Et donc, pour rentrer un peu plus dans les trois piliers, j'invite les pilotes de la FRB à présenter chacun un par un les trois piliers. Je laisse la parole à Robin Almansa et Martin Planck pour le récit, pour le pilier, pardon, récit et approches artistiques. Oui, bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Robin Almonsa. Donc, je travaille avec Martin Planck sur le pilier récit et approche artistique. On est accompagné d'une pilote scientifique qui est Laure Clotzer, qui est professeure à l'université de Neuchâtel de psychologie socioculturelle. Et nous sommes accompagnés également de Hélène Soublé, directrice de la Fondation, pour piloter et accompagner ce pilier. Donc, comme on le disait un petit peu au départ, l'objectif de ce pilier est de saisir et favoriser l'intégration de l'imaginaire pour construire des visions de transition par les récits, mais également par les approches artistiques et donc par le sensible. Est-ce que Martin, tu veux apporter des éléments en plus sur ce pilier? Oui, je peux. Merci, Robin. Non, en fait, on a construit en fait cette réflexion sur le pilier en cherchant à valoriser l'inclusivité des expressions des imaginaires, parce qu'en fait, dès lors qu'on traite de ce que présentait Charlotte à l'échelle du territoire ou à l'échelle de projections scénaristiques, il y a des enjeux qui sont parfois contradictoires, qui sont parfois invisibles. Il y a des tensions, des ruptures, des discussions, et tous ces enjeux en fait qui constituent la transition écologique appréhendée par les parties prenantes nous semble important à exprimer. Et donc, c'est l'idée aussi de ce pilier. Comme le disait Robin, on vient mobiliser le sensible par différentes approches artistiques, mais on vient aussi favoriser une forme d'inclusivité d'expression à travers ces formes variées du sensible qui peuvent aller du récit, de l'installation. Voilà, on a cité les arts plastiques et vivants, il y en a bien d'autres. Et cet espace, en fait, permet d'ouvrir un dialogue, en fait, entre deux sphères qui ont parfois du mal à dialoguer, que sont la science académique et les arts. Et puis, il y a un point de vigilance qu'on rappelle ici et qui, en fait, était aussi un point de départ pour nous avec Robin quand on a construit ce pilier, c'est de ne pas placer l'art comme une traduction des résultats uniquement, mais aussi et surtout de l'intégrer, en fait, au processus de recherche en tant que matériau, mais également en tant qu'expression et favorisation de l'inclusivité. Donc voilà, c'était un peu je dirais, les grandes lignes de ce pilier et on sera à même d'être mobilisé sur ces questions par la suite. Merci, merci Robin, merci Martin. Second pilier, le pilier modélisation. Oui, bonjour. Donc, Frédéric Abergel de la FRB. Je pilote le pilier modélisation dont la responsable scientifique est Cécile Albert de l'IMBE. Alors, la modélisation, bon, c'est un sens assez classique en modélisation scientifique. Il s'agit de structuriser, de formaliser par l'analyse des données, la simulation sous diverses hypothèses, les propriétés des socio-écosystèmes. Donc, on voit ici qu'il peut s'agir de modèles de type mathématique à partir des données ou à partir de la modélisation de processus biophysiques directement qui régissent l'équilibre des écosystèmes. Il est aussi possible d'envisager des modèles d'un type un peu différent, comme on a pu en avoir dans le précédent appel à projet, dans lequel on essaie plutôt de traduire de manière exhaustive les possibilités donc, de situations qui peuvent se produire sans avoir nécessairement d'idée sur la quantification de ces possibilités. Voilà, donc le rôle de la modélisation, donc de structurer, formaliser. Les modèles permettent de hiérarchiser les pressions. Donc là,
on a une approche qui s'intègre dans le cadre des PSIR de relations entre les pressions et les états de la biodiversité. On peut aussi identifier les réponses de la biodiversité et relier les indicateurs biophysiques aux acteurs. Donc là, on est plus sur la thématique des impacts et des réponses. Et puis, comme c'est le cas par exemple depuis longtemps sur les modélisations climatologiques, on peut anticiper les points de bascule, les points de non-retour. Et voilà, donc la, la partie de modélisation dans cet appel à projet est importante et elle fait appel à des recherches avancées sur disons, en écologie statistique, en modélisation en écologie. Voilà. Merci Frédéric. Et pour le pilier cartographie mentale, Cécile Jacques. Bonjour. Pardon, bonjour à toutes et à tous. Merci à vous tous et toutes d'avoir introduit ces piliers. Donc le troisième pilier qui constitue ce programme est celui qu'on a appelé, après un certain nombre de discussions, cartographie mentale, puisque l'idée, c'est vraiment, au travers de ce pilier, donc, qui est scientifiquement piloté par Juliette Young de l'INRAE et au sein de la FRB par Charlotte et moi-même, l'idée, c'est de proposer une façon de représenter ce qui, dans un socio-écosystème, fait figure de vision plurielle, de structures qui sont collectives et qui concernent un certain nombre de personnes, et donc tous les tenants du socio-écosystème, et d'expliciter de manière visuelle les dynamiques territoriales qui sont à l'œuvre dans ces socio-écosystèmes. Donc, on formalise de cette manière-là ce qu'on peut appeler des cartographies mentales. C'est un nom qu'on veut volontairement regrouper un certain nombre de choses. Donc, ce qu'on marque sur la slide, c'est que c'est une famille nombreuse. On peut parler des cartes cognitives floues, les fuzzy cognitive maps, les réseaux bayésiens, les cartes heuristiques, les cartes mentales et tout ce qui a trait au mapping participatif, tant que ce sont des façons de représenter visuellement la façon dont des parties prenantes d'un socio-écosystème se représentent ce socio-écosystème. Quelques mots sur l'avantage de ce type d'approche, pourquoi on la juge intéressante dans le cadre de ce programme, c'est que l'attrait en fait, d'approche et que en interrogeant les parties prenantes sur leur vision des socio-écosystèmes, ça permet de générer des modèles et des représentations des systèmes, même quand on est dans des systèmes sur lesquels les données sont relativement insuffisantes. Donc, c'est le cas dans certains cas d'études où on n'a pas accès à une multiplicité des données. Ça permet aussi de mettre dans une seule et même représentation une diversité des visions et de représentations de parties prenantes qui sont très souvent très différentes les unes des autres, tant en termes d'intérêt que de secteurs d'action. Et ça permet enfin de montrer ces interactions et les contradictions, les boucles de rétroaction potentiellement entre certains concepts, certaines influences et certaines logiques. Donc là, on a à droite un exemple de carte cognitive floue qui traite d'un exemple brésilien et qui a été utilisé pour le développement de scénarios, donc pas choisi par hasard, dans lequel on a vraiment ce cas d'école d'un certain nombre de boîtes qui représentent des concepts et de flèches qui représentent les interactions, les rétroactions, les effets perçus et relations entre ces concepts. Donc l'intérêt de ce pilier et son rôle au sein du programme, c'est de vraiment envisager et encourager la façon dont les personnes qui sont présentes dans les dynamiques, dans les écosystèmes, dans les socio-écosystèmes complexes, se le représentent et avoir des façons de visualiser ces socio-écosystèmes. Voilà pour Charlotte, en tant que pilote, si tu peux rajouter. Eh ben, c'était parfait. C'est pour vous pour répondre aux questions à la fin. On prévoit un temps de questions juste à la fin de la présentation. Je termine cette présentation avec des choses assez banales pour un appel à projet. Donc, les résultats et livrables attendus, in fine, les projets doivent contribuer à explorer la complexité de la biodiversité dans des socio-écosystèmes, favoriser une appropriation partagée des enjeux de biodiversité entre les acteurs, identifier des leviers d'action pour engager un changement transformateur. Et pendant le projet, donc, on vous demandera de participer à des rencontres scientifiques et méthodologiques à prévoir dans le budget, de rendre un rapport intermédiaire basé sur vos livrables attendus du projet que vous montrez, et ensuite de participer à des rencontres ponctuelles dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement mis en place avec les membres du comité scientifique et du comité d'orientation et des pilotes internes à la FRB. Et en fin des projets, il est prévu, on attend de vous des publications scientifiques, des résumés pour décideurs, des livrables co-construits, de participer au colloque de restitution finale et
et de rendre un rapport in fine. Hop. Alors, donc pour cet appel à projet, nous ambitionnons de financer 3 à 4 projets d'une durée maximale de 2 ans, 24 mois, et d'un budget de 130 000 euros par projet maximum. Euh, Cet appel euh, bénéficie d'une gouvernance. Donc, on a un comité scientifique qui assure la qualité scientifique des projets, donc qui est composé d'experts académiques, mais aussi des pilotes, des piliers qui ont été énoncés juste avant. Et on a un comité d'orientation qui assure la pertinence sociétale des projets. Et donc, ce sont des membres de l'Assemblée des parties prenantes de la FRB et des acteurs externes également. Au sein du bureau du programme, nous avons les pilotes. Donc, la pilote en charge est Aurélie Delaveau qui n'a pas pu être là aujourd'hui, moi-même, et tous les acteurs FRB que vous venez d'entendre sur les piliers. Ensuite, on a des représentants des comités dans ce bureau. Hop. Donc, le déroulé. Cet appel à projet se réalisera en 2 temps. Donc, le temps 1 est en cours. Donc là, vous avez jusqu'au 21 juillet pour déposer vos pré-projets. Ensuite, il y aura une évaluation scientifique suivie d'une analyse sociétale. Il y aura une sélection qui sera réalisée et elle sera accompagnée de recommandations pour les porteurs de projets. Pour le temps 2, donc vous aurez ces recommandations en poche et vous pourrez déposer vos projets complets. Et vous aurez donc, je vais mettre la diapo suivante pour vous donner les dates. Voilà. Donc le temps 2, donc vous aurez 15 décembre pour déposer vos projets complets. S'en suivra une évaluation des projets à la fois scientifiques et sociétales. Puis l'annonce des projets lauréats se réalisera en mars 2026 pour un début de projet en juin 2026 et une fin prévue juin 2028. Donc voilà notre calendrier prévisionnel. Les dates peuvent évoluer encore, mais a priori, en tout cas, la date du 21 juillet, a priori, ne bougera pas pour le dépôt des pré-projets. Et donc, je crois qu'on a terminé. Merci pour votre attention. On a fait cette présentation en 20 minutes comme convenu. Bravo. Et on vous écoute. Vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat ou lever la main si vous le souhaitez. Et puis, on tentera de répondre au mieux à vos questions. Peut-être qu'on a été très clair aussi. Possible. Dans le chat, je vais remettre le contact aussi si vous avez des questions qui vous viennent plus tard et le site de l'appel à projet qui inclut la foire aux questions. Oui. Alors, oui, Damien? Oui, bonjour à tous. Damien Marage, je suis professeur de géographie à l'université Marie et Louis Pasteur de Besançon. Une question sur les déroulés. Je lis dans les pré-projets une analyse sociétale. En quoi ça consiste, cette analyse sociétale? Oui, l'analyse sociétale, donc on va demander au comité d'orientation de réaliser une analyse sociétale. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'ils puissent réagir sur la pertinence des projets. Est-ce qu'ils répondent à un besoin du territoire? Est-ce qu'il implique les acteurs, des acteurs pertinents du territoire? Est-ce que l'équipe projet n'a pas oublié certains acteurs, par exemple, qui seraient aussi concernés par la question et qui pourraient rentrer dans le processus du projet? Ce genre de choses. Donc là, on est vraiment sur des questions territoriales, des enjeux sociétaux. Après, tout va dépendre de la thématique du projet et on aura des personnes du comité d'orientation qui seront plus axées énergie, plus alimentation. Mais l'idée, voilà, c'est de s'assurer que le projet réponde à un besoin du territoire et à des enjeux sociétaux. Merci. Je vous en prie. La deuxième question, la deuxième main levée était de Alban Rousseau. Bonjour, merci.
Bon, moi, j'accompagne des transitions écologiques démocratiques dans les territoires. J'avais deux questions. La première sur le rôle du coordinateur scientifique. Donc, on voit que c'est un rôle clé. Est-ce que le projet doit partir d'un labo ou pas forcément? Et parce que moi, je comprends que le projet doit être adossé de toute façon à un labo, à une démarche scientifique. Mais est-ce qu'il doit partir d'un labo? Est-ce que ça doit être vraiment la composante principale? Ou est-ce que la composante justement sociétale territoire, voilà, quel est l'équilibre qui est attendu? Et puis la deuxième, c'est est-ce que un même acteur peut être présent dans plusieurs projets? Voilà. Merci Alban Rousseau. Alors oui, en effet, on demande à ce que le coordinateur principal soit rattaché à un laboratoire scientifique. Et là, c'est pour des raisons purement administratives, oui, en réalité. Donc ensuite, les trois piliers, donc récit, approche artistique, modélisation et cartographie mentale, doivent avoir le même poids. Et donc il faut des représentants de ces piliers-là dans la constitution des équipes projet. Et en effet, en fait, si le, le second coordinateur est un acteur du territoire, c'est très bien. Enfin, il y a pas, c'est tout à fait possible, même encouragé. Voilà, ça peut être un artiste également. Ensuite, pour votre deuxième question, c'était, pardon. Est-ce qu'une personne peut être dans deux projets? Oui, alors, est-ce qu'une personne peut être dans deux projets? Oui, oui. A priori, pas de problème. Je crois que c'était ça votre deuxième question, Alban. Si jamais c'était pas ça, vous pouvez la reposer, désolée. Oui, c'était ça. En fait, il y avait peut-être même deux sous-questions. C'était un même acteur dans plusieurs projets. Et puis, est-ce qu'un même collectif peut présenter deux projets? Voilà. Alors oui, s'assurer qu'ensuite, vous puissiez réaliser les deux projets en même temps si vous êtes lauréat sur les deux projets. Voilà, il faudra veiller à la faisabilité. Merci. Je vous en prie. La troisième personne était Emmeline Benz. Oui, bonjour. Alors moi, je suis Emeline. Je travaille pour une association qui s'appelle le CIVAM PPML. On travaille sur le Nord-Gironde et la Dordogne à l'anticipation du retour du loup. Donc, on travaille avec des éleveurs et des habitants pour travailler sur cette anticipation-là. Donc, c'est vraiment un programme qu'on construit. Jusqu'à présent, on avait des organismes scientifiques dans le comité de pilotage. On serait très intéressé pour répondre à cet appel à projet-là, parce qu'on a vraiment envie de donner un élan scientifique à notre projet qu'on mène depuis 2020. On est en discussion avec des laboratoires à Montpellier, mais il n'y a rien qui est acquis, convenu. Donc, si jamais il y a des laboratoires en écologie qui sont intéressés par ce sujet-là, n'hésitez pas à me contacter. Euh, je voulais savoir si le fait qu'on soit une association dans le pilotage du projet associé avec d'autres labos, est-ce que c'est un peu rédhibitoire pour la FRB ou pas? Et j'ai vu que l'an dernier, vous aviez soutenu un projet dans les Pyrénées autour aussi de l'anticipation, du partage des usages avec l'ours, le loup, et qui était piloté par le CIRAD. Est-ce que du coup, comme c'est une thématique un peu proche de ce qu'on porte, ce serait aussi rédhibitoire si vous souhaitez favoriser des nouveaux projets, des nouvelles thématiques? Voilà, merci. Excusez-moi, pour la première question, je suis pas sûre d'avoir compris. Ah oui. Vous êtes affilié. C'est alors un peu un appel à labo en écologie, s'il y en a qui étaient intéressés par cette thématique-là, mais c'était aussi surtout pour savoir si la présence d'une association dans le pilotage était problématique pour vous, si vous vouliez que des structures de recherche, des labos dans les porteurs de projets. Même si on n'est pas pilote, mais plutôt en tant que partenaire, prestataire, est-ce que c'est gênant? D'accord. Merci. Non, je pense que c'est pas gênant. En fait, là, c'est la question je pense que c'est maintenant que peut se construire la transdisciplinarité. Et donc, je vois pas enfin, je vois pas de restriction à ça. Non, c'est tout à fait même cohérent. Et ensuite, donc, on a bien entendu l'appel à collaboration.
Je précise que sur le site de l'appel à projet Sciences Call, il y a une rubrique appel à collaboration. Donc, si vous souhaitez déposer une petite annonce, voilà, Émilie cherche laboratoire qui veut travailler sur le loup. C'est tout à fait possible. Vous pouvez envoyer donc un message à programme scénario 2 fondation.fr, fondationbiodiversité.fr, une adresse qui est dans le chat et sur le site. Et on pourra poster votre annonce. Ça avait fonctionné au premier appel, donc je vous encourage à le faire. Il y a Oui, une question dans le chat qui est en écho avec ce que tu viens de dire de Oui. Monique Cunac qui dit: Bonjour, je représente une compagnie mêlant artistique et développement local. Nous sommes très intéressés par cet appel à projet. Nous avons également un ou deux terrains de recherche potentiels. Comment peut-on être en lien avec d'éventuels candidats laboratoires pour éventuellement contribuer? voilà, parfait. Donc, Muriel, c'est ça? Oui, Monique, Monique. pardon. Monique, je vous invite à envoyer un message à programme scénario 2 fondationbiodiversité.fr et de m'expliquer ce que vous recherchez. Et puis, on postera l'annonce sur le site Sciences Call du programme. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions, Émeline? Non, il me semble. Proximité thématique avec Esti. Ah, voilà, la prox, voilà. Donc le projet, oui. Donc on a, c'est une bonne question sur cette représentativité du territoire et du projet qu'on voudrait. En effet, enfin, c'est pas rédhibitoire, pas du tout. Et je pense que les approches peuvent être très différentes lorsqu'on parle d'une même thématique. Donc je peux pas répondre à votre question tout de suite. Mais voilà, je vous invite à regarder le projet Estive qu'on a financé, qui est en cours. Voilà, si c'est vraiment le même, peut-être que là, ce sera peut-être pas pertinent, mais je pense que il pourrait être aussi original. Donc, je vous encourage enfin, ne pas vous mettre d'obstacles par rapport à cet aspect-là. Et d'ailleurs, le projet Estive, il est coordonné par une personne au CIRAD, effectivement, et la deuxième personne est du Parc national des Pyrénées, donc pas directement à la en l'occurrence, il est coporté. On a une autre question de Aurel, et je ne vois pas votre nom en entier, pardon, mais Aurel. Bonjour, donc je suis Aurèle de Romémont, je travaille au CIRAD. Je fais de la recherche-action participative, notamment avec des composantes d'anticipation et de construction participative de scénarios. Et on a travaillé au Laos et au Sénégal sur des territoires avec des approches One Health, en faisant de la cartographie de systèmes complets, justement, en mobilisant l'approche One Health. Et on se demandait si ce financement ou ce projet pourrait servir à financer un terrain en France pour avoir des terrains de comparaison entre les terrains qu'on a déjà à l'étranger et un terrain en France ou Drôme, parce que j'ai compris que c'était pas possible de financer des terrains étrangers. Voilà. Merci Aurèle pour la question. Oui, tout à fait. Alors, on demande aux équipes projet d'avoir au moins un territoire en France ou en Outre-mer. Donc, ça peut être aussi une étude comparée entre deux territoires. Et d'ailleurs, le pré-projet là, que vous allez soumettre, il peut aussi s'inscrire dans un projet plus grand. Mais dans ces cas-là, il faut aussi expliquer dans quel projet il s'insère. Ça peut être aussi un complément de financement d'un projet. D'accord. Et ça peut financer un terrain à l'étranger. S'il y en a un en France ou un à l'étranger, ça peut financer un terrain à l'étranger. En partie, mais il faut qu'il y ait un terrain en France. D'accord. Super, merci. Oui. Et c'est tout pour le moment. Levez la main aussi, s'il vous plaît. Non. Ah, pardon, je On vous écoute. ne vous vois pas. Jérémy de Nous sommes vivants, donc nous sommes en train de considérer la possibilité de répondre. Je plus sois la demande de fléchage de labos de recherche. C'est pour le moment un des points les plus bloquants qu'on a parce qu'on a des scientifiques compétents sur le sujet qui ne sont pas toujours dans un laboratoire de recherche. Donc, avoir une liste de personnes à contacter pour se mettre en relation sera très facilitant. Le deuxième point, est-ce qu'il est possible de répondre avec une même méthodologie et 4 terrains d'études? Et oui, je crois que c'est essentiellement ça. Merci beaucoup. Alors, on ne met pas de liste à disposition. Mais si, pareil que tout à l'heure, si vous recherchez des laboratoires,
des personnes qui seraient intéressées pour participer à votre projet, vous pouvez aussi laisser un appel à collaboration sur le site de l'appel. Donc là, il faut juste écrire à l'adresse programme scénario 2 @fondationbiodiversité.fr et on repostera votre annonce. Ensuite, sur votre question de une méthode et 4 terrains d'études, pourquoi pas? Voilà. Veiller à la faisabilité du projet sur 2 ans. Ah oui, et la dernière, il y a un petit astérix qui dit qu'il y a un budget de 120 000 euros sur les 130 sur le directeur de recherche. Est-ce que c'est le cas? Ça introduit une confusion dans notre tête entre direction de recherche et coordination de projet de recherche. Je ne sais pas vraiment à quoi vous vous référez. D'accord. Dans le budget, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Voilà, vous pouvez financer des post-docs, des déplacements, du matériel. Voilà, enfin, c'est pas de l'argent pour financer des personnes qui sont déjà en poste. D'accord, très bien. Est-ce que ça répond à votre question? Je crois, oui. C'était une petite inquiétude due à un astérix, mais effectivement, c'est logique qu'il y ait un directeur de recherche et qu'il y ait des personnes qui coordonnent le projet de recherche sur 2 ans. D'accord. On a manifestement un problème avec les mains levées, on ne les voit pas bien. Donc n'hésitez pas à prendre la parole si on ne vous voit pas. Il y a une question dans le chat. Cet appel considère à la fois des territoires terrestres et des espaces maritimes. Oui, tout à fait. C'est une question de Oriane Coutet. Oui, Oriane. La notion de territoire ici, c'est à vous de la définir. Ça peut être un territoire marin, terrestre. C'est même l'échelle. Et d'ailleurs, au premier appel, on n'a pas de territoire. Non. Une autre question de Cécile Barbier. Est-ce qu'un laboratoire sciences humaines risque de pénaliser les postulants-postulantes? Alors, non. Non, pas du tout. C'est un laboratoire sciences humaines peut très bien porter le projet en tant que coordinateur principal. Et donc, comme on vous l'a dit, là, on est sur un programme interdisciplinaire, donc toutes les disciplines se valent. Et voilà, enfin, pas besoin d'être rattaché à un laboratoire de sciences naturelles, écologie, sciences humaines et sociales. C'est tout à fait possible. Voilà, je vois que dans le chat, des liens se font. Tant mieux. Bon, merci d'avoir remis l'adresse, Cécile. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette adresse si vous avez des questions qui vous viennent ultérieurement. Toutes les réponses à vos questions, vous les retrouverez dans la foire aux questions qui va être mise à jour à l'issue de ce webinaire. Et si vous avez encore des questions très précises, n'hésitez pas à utiliser cette adresse qui est consultée quotidiennement. Et n'hésitez pas à aller voir les projets déjà financés. Et si vous avez vous voulez revoir le webinaire, c'est aussi possible. Il sera disponible sur le site de l'AFRB et sur le site de l'APEN. Oui, question Claire Fustec. Est-ce que le budget peut permettre de financer des prestations à sciences? Oui, tout à fait. Utiliser le budget comme vous le souhaitez. C'est tout à fait possible d'utiliser le budget pour cela. On a une autre question. Pourquoi utiliser seulement les scénarios contrastés et pas d'autres? Merci pour cette question, Cédric. Oui, donc on se réfère au rapport de l'IPBES sur les scénarios. Et donc, on s'intéresse aux scénarios exploratoires, aux scénarios normatifs, mais ce qui nous intéresse, ce sont les cheminements. Et on est intéressé, voilà, on veut des scénarios contrastés pour explorer justement quels pourraient être ces cheminements.
Donc, et pas d'autres. N'hésitez pas à nous proposer des choses, mais oui, nous, on est resté sur cette volonté-là, justement. On va donner une attention particulière aux cheminements dans le cadre de ces scénarios, qui peuvent être donc, voilà, comme je vous le disais, exploratoires, normatifs. On a une autre question. Alors, on ne connaît pas le nom puisqu'il est écrit Charlotte Navarro. Donc, ce n'est pas le bon nom qui est écrit dans le chat pour nous. Ah oui. Mais est-ce que le budget peut financer une thèse? Bon, alors, je vais répondre à mon homonyme. Oui, oui, tout à fait. Ou une partie, parce que là, on est sur un projet de 12 ans. À voir comment vous montez votre projet. C'est une thèse en France, c'est 3 ans. Oui, excusez-moi, c'est moi qui ai demandé un lien en dernière minute. Je suis Éric Maire du CNRS. En fait, je posais la question parce qu'on essayait de monter un projet avec une économiste. Et j'avais aussi une autre question, puisque vous parlez de carte mentale au sens, c'est un chapeau global, mais en fait, le zonage à dire d'acteur entre dans ce chapeau. Cécile? C'est une bonne question. C'est vrai que là, on a fait une liste qui est assez loin d'être exhaustive. La méthode dont vous venez de parler ne m'est pas extrêmement familière, mais il faudra regarder. Je pense qu'effectivement, il doit manquer plein de façons de représenter visuellement les systèmes, dont je pense une bonne partie déjà pratiquées sont éligibles dans ce cas précis. Le zonage, vous Zonage à dire d'acteur, ou autrement dit ZADA. D'accord. Eh bien, C'est une cartographie qui enlève le flou de la carte mentale et qui permet en fait de faire de la quantification de perception auprès des acteurs locaux. Alors, effectivement, ça a l'air parfaitement adapté comme outil. Je ne le connaissais pas, mais je pense que oui, on peut considérer que c'est éligible dans le projet. D'accord. Merci. C'est vrai que c'est un peu troublant, de Charlotte Navarro. Pour vos questions et votre participation à tous. Je pense qu'on a répondu à l'essentiel des questions. C'est pas grave si on ne finit pas à 15 heures, c'est même mieux. Je vous invite donc à garder vos questions ultérieures et à me les poser via l'adresse générique. Et donc, vous retrouverez toutes les réponses des questions posées aujourd'hui et celles qui viendront par la suite sur le site de l'appel que je remets. Hop. Donc, eh bien, à votre disposition, moi et mes collègues. Nous restons à votre disposition et à vos plumes. Bon courage. Et merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.